cette vidéo, je vais te décrire les 6 modalités d'enseignement qu'on trouve en classe adaptative, comment les mettre en place et dans quelles proportions. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te parlerai de ce qui n'est pas sur la liste, qui est à peu près aussi important que ce qui y est. C'est-à-dire les choses qu'il ne faut pas faire en classe puisqu'elles ne sont pas efficaces. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu fais en classe qui en fait ne sont pas sur cette liste. La première modalité qu'on trouve, c'est le cours. Donc ça, c'est une modalité assez classique qui existe en enseignement simultané. Il y a 2 grandes différences entre le cours en classe adaptative et le cours en enseignement simultané. La première chose, c'est que déjà, ça va prendre que 10 à 20% du temps en classe. Quand je mets des pourcentages comme ça, c'est le temps de classe, mais c'est aussi le temps de travail global des élèves. Donc si tes élèves, ils travaillent que en classe, parce qu'ils ne font pas leur travail à la maison, parce qu'ils ne font pas de devoirs, du coup, là, ça correspond au temps de classe. Mais au lycée, par exemple, l'idée, c'est d'être toujours sur les 10%, mais au lycée, si tes élèves travaillent à la maison, en classe, tu peux te permettre d'aller jusqu'à 20% de cours. C'est pour ça que moi, en terminale, où je les ai 6 heures par semaine, je fais quand même 50 minutes de cours par semaine. Et en première, où je les ai 4 heures par semaine, je vais faire 1 heure de cours tous les 15 jours. Bien évidemment, si tu es au collège ou avant, tu peux faire 20 minutes de là. C'est pas obligé de faire 1 heure entière. C'est juste que dans les cycles terminales, c'est plus simple de faire 1 heure entière, mais on peut très bien faire une séance d'1 heure, on fait un petit peu de cours et un petit peu d'autres choses. Ça, c'est la première chose. D'avoir un temps comme ça un peu réduit, ça va te forcer à aller à l'essentiel dans ton cours. L'autre chose qui est très très différente, c'est que contrairement à l'enseignement simultané, ce cours il est facultatif. Donc si tu es dans les grandes classes, tu peux laisser les élèves décider de s'ils viennent ou pas. Tu leur annonces le programme, ils viennent ou pas. Si tu es plutôt dans les petites classes, genre au moins jusqu'à la 5e, 4e ou en dessous, l'idée, c'est difficile de demander aux élèves de décider s'ils peuvent rester ou pas. Ils n'ont pas suffisamment forcément de recul. Donc ce que je conseille, c'est tout simplement de faire une évaluation diagnostique en début de séance. Tu poses des questions sur les points clés que tu vas voir en classe et ceux qui y répondent, ils n'ont pas besoin de rester au cours. Donc là, tu vas pouvoir les envoyer au fond de la classe pour qu'ils puissent travailler en autonomie. Là, la modalité de travail par les élèves, c'est en individuel. Qu'on soit en train d'écouter le cours et en train de poser des questions avec le prof ou en train de travailler derrière au fond, on est sur un travail individuel. Donc là, chaque élève travaille dans son coin, éventuellement des écouteurs à la fin. Ce qui est important, c'est que chaque élève travaille pour soi. La deuxième modalité qu'on va retrouver, c'est le modelage. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très peu courant dans l'enseignement simultané. Il y a quelques enseignants qui le font, mais c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. C'est un exercice corrigé, mais d'une façon très particulière. Alors avant de t'expliquer ce que c'est, on va partir sur combien il faut en mettre. C'est pareil que le cours, entre 10% et 20%, suivant que tes élèves travaillent ou pas à la maison. Donc 20% du temps de classe si tes élèves travaillent à la maison et 10% si tes élèves ne travaillent pas à la maison. Donc c'est ce qu'on appelle un exercice corrigé, mais d'une façon un peu différente. Notamment, ce qui va être très différent, c'est que c'est important que ce soit un exercice que tu n'as jamais vu. Donc l'idée, c'est de prendre un exercice que tu ne connais pas et de le découvrir en même temps que les élèves. Et quand tu le découvres, de bien dire à haute voix tout ce que tu fais quand tu découvres un exercice. D'expliciter toutes ces choses que tu as intériorisées en tant qu'expert et de bien dire à l'élève comment ça marche. L'idée, c'est d'aborder l'exercice comme un très très bon élève qui connaît parfaitement son cours, mais qui n'a aucune intuition. Donc tu peux pas dire « Ah on voit que la réponse c'est ça » ou « Bien évidemment que… » Non, on ne peut pas. On peut utiliser les outils du cours pour déterminer ça, mais on n'a pas l'intuition, puisque l'intuition c'est ce à quoi a accès l'expert. Par définition, les élèves ne sont pas des experts, ils n'ont donc pas accès à cette intuition. Le but justement, c'est de la construire, cette intuition. Donc, on prend un exercice qu'on n'a jamais vu, on le fait devant les élèves, c'est le prof qui le fait devant les élèves, tout, y compris analyse du sujet, brouillon, etc., en mettant un haut-parleur sur sa pensée. Là, moi, j'aime bien le faire de la même façon que le cours, c'est-à-dire facultatif, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux élèves qui ont vraiment du mal. Donc, pour les autres, ceux qui voient déjà, ceux qui ont de l'intuition, justement, ils vont s'ennuyer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller le mettre facultatif. Et de la même façon que sur le cours, on peut faire une évaluation diagnostique au début. Donc, ça peut être poser justement un petit exercice du type de celui qu'on va résoudre, voir ceux qui y arrivent ou ceux qui y arrivent à peu près, les envoyer travailler au fond de la classe en autonomie, et garder devant ceux qui ne savent pas du tout comment aborder cet exercice pour faire du modelage. Donc là, les modalités de travail, c'est exactement la même chose que pendant le cours. Les élèves sont en individuel. Alors là, s'ils sont en autonomie sur des exercices au fond de la classe, on peut éventuellement les laisser chuchoter pour qu'ils puissent travailler sur les exercices corrigés à plusieurs. La troisième modalité, c'est la mémorisation ou l'automatisation. La mémorisation, c'est en mémoire des savoirs et la automatisation, c'est en mémoire des savoir-faire. Mais bon, le principe reste le même. Là, ça va être des petites activités, des jeux minutés, bref, des activités courtes et chronométrées. Donc, ce qui marche bien sur ces activités, qui est assez simple à mettre en place, c'est tout ce que tu vas avoir comme jeu, tout ce qui va créer des jeux. Attention, il faut que ce sur quoi l'élève ait son attention soit la même chose que ce que tu veux mémoriser. Donc ça, c'est très important pour choisir les bons jeux. Tu peux les faire travailler avec des flashcards, tu peux leur faire construire des flashcards, des QCM, les banques d'exercices, les banques d'exemplaires.
toutes ces activités, elles peuvent fonctionner en mémorisation, automatisation. Là, la modalité, c'est en groupe, mais en groupe hétérogène, c'est-à-dire qu'on va avoir des élèves de différents niveaux et de différents profils d'apprentissage ensemble. Puisque comme on travaille sur des activités courtes ensemble, ça va être aussi le moment où il va y avoir du tutorat un peu informel qui se met en place. Donc c'est là que vont se mettre en place, et c'est là que c'est très très productif de mettre des élèves qui n'ont pas le même niveau ensemble. C'est typiquement ce qu'on va retrouver dans les classes en îlot ou ce genre de choses. Tu as des classes en îlot, les activités de mémorisation, automatisation marchent très très bien en îlot. Tu peux même le faire en îlot bonifié si tu vois ce que c'est, ou tu vas donner des systèmes de points, etc. À chaque fois que tu ludifies, ça c'est vraiment des moments qui peuvent vraiment être très ludifiés en mettant des points, des choses comme ça va faire rentrer les élèves dedans et du coup activer la mémorisation, automatisation. Ça c'est important de le faire en classe sur les petites classes parce que c'est des choses que les élèves n'ont pas forcément le temps ni la possibilité de faire à la maison, donc c'est important de l'intégrer en classe. En revanche, au fur et à mesure que tu montes dans le lycée, etc., c'est plutôt des choses que tu as demandé aux élèves à faire, soit en autonomie, soit à la maison. Donc là, ça va être entre 0 et 20% du temps en classe, on va faire ça. Au lycée, on va plutôt être à 0, et en primaire, on va plutôt être à 20%. Donc au collège, à toi de voir, enfin au collège seconde, à toi de voir où est-ce qu'il faut se mettre en fonction de ce que tes élèves sont capables de faire à la maison. Donc là, on a fait la moitié des modalités. Si tu es en train de te demander, mais d'où sortent ces modalités? Est-ce qu'elles sortent du cerveau dérangé de Marie-Camille? Je t'invite à rester jusqu'à la fin où je t'explique d'où elles viennent. La quatrième modalité, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout en enseignement simultané. C'est quelque chose qui peut vraiment changer tes pratiques d'enseignement. C'est l'autonomie. Donc là, il n'y a qu'une seule consigne, c'est travailler. Éventuellement, tu peux donner un autre type de consigne si tu veux garder un petit peu tes élèves des problèmes de comportement, etc., qui est vous montrerez, soit moi, soit la classe, ce que vous avez fait à la fin de l'heure, qui est une notion de montrer ce qu'on a fait. Ça oblige à se tenir accountable, on dit en anglais, c'est-à-dire que tu t'engages à faire quelque chose, et ça va être fait, et du coup, tu vas pouvoir montrer. Cette modalité, elle est hyper importante pour le prof, parce que ça va te permettre de voir comment l'élève aborde son travail quand il n'est pas justement guidé par le prof. Et tant que tu n'as pas vu tes élèves travailler sans prof, tu ne peux pas savoir comment ils travaillent à la maison ou quand tu ne seras plus là. Donc c'est hyper important de les observer. Ça te permet d'apprendre à les connaître, te dire « Ah tiens, il manque telle chose », et tu vas pouvoir construire tes ressources pour ces moments en autonomie au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas très compliqué de se lancer dès le début de l'année, dès que tu as une classe, voilà, tu leur dis « Travaillez » et tu regardes ce qu'ils font. Donc là, c'est important de le faire entre 10 et 20% du temps en classe, c'est-à-dire pas moins de 10. Si tu as besoin d'aller un peu plus au-dessus de 20 parce que ta classe est très autonome, tu peux, mais c'est important de ne pas être en dessous de 10%. Sinon, tu ne vas pas pouvoir observer tes élèves en train de travailler et du coup, ça va être plus compliqué de savoir ce qui leur manque et tout, etc. pour qu'ils puissent progresser. Donc, c'est important d'avoir vraiment ce temps en classe ritualisé. Les élèves savent quand est-ce qu'ils vont être en autonomie, etc., etc. Ils peuvent prévoir ce qu'ils vont faire pendant ces moments, etc. Pour les aider, tu peux aussi leur donner accès à des outils communs, par exemple des tableaux sur les murs, des pages de paperboard, mais tu peux leur donner aussi des banques d'exercices, tu peux leur donner des flashcards, enfin, ça, tu vas le voir au fur et à mesure que tu les vois en autonomie. Donc, au début, peut-être juste, tu leur donnes du paperboard, tu les laisses regarder et tu regardes comment ils s'organisent, tu leur regardes ce qui leur manque pour s'organiser et au fur et à mesure, tu vas construire des choses qui vont les aider. La modalité, c'est ce que j'appelle des groupes fluides, c'est-à-dire qu'on va laisser les élèves s'organiser comme ils veulent. S'ils veulent travailler tout seuls, ils peuvent travailler tout seuls. Tu peux même éventuellement baliser un endroit dans ta salle de classe ou la salle de classe à côté, si jamais tu as la chance d'en avoir, où là, c'est l'endroit sans bruit, sans rien, où tu mets des casques anti-bruit à cet endroit-là. C'est les gens qui veulent travailler tout seuls. Et éventuellement, mettre des tables en îlot pour ceux qui veulent travailler en îlot, etc., etc. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu auras envie de faire des ateliers où toi, t'expliques des choses, mais garde vraiment un minimum 10% du temps pour observer tes élèves, parce que le but, c'est aussi que toi, tu gagnes en connaissance sur la façon dont tes élèves travaillent et aussi la façon dont ils s'organisent en groupe. La cinquième modalité, j'insiste bien, c'est une modalité d'enseignement, c'est l'évaluation. L'évaluation permet d'apprendre, surtout si tu fais bien une évaluation positive différenciée, où chaque élève est évalué sur ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il travaille en ce moment, et de façon positive. Soit tu réussis, soit juste ça te donne le droit de refaire une autre fois. Si tu enlèves le droit à l'erreur et qu'il y a des mauvaises notes qui apparaissent, cette méthode d'évaluation ne sert plus à l'enseignement et en fait tu perds ton plus gros levier d'enseignement. Ce qui permet vraiment aux élèves d'apprendre, c'est vraiment l'évaluation. Comme c'est hyper important, c'est environ 10% du temps en classe. Donc concrètement, moi en terminale, c'est 20 minutes toutes les semaines et en première, c'est 20 minutes tous les 15 jours. Donc c'est court, mais ça revient régulièrement pour que les élèves soient toujours dans cette attitude d'évaluation. En fait, ça va énormément jouer sur la motivation des élèves, puisque comme tu vas les évaluer très très régulièrement, ils vont voir leur progrès en continu,
au fur et à mesure, au temps réel, quoi. Et c'est ça qui va leur permettre vraiment d'être motivés. Donc c'est très important d'avoir ce temps d'évaluation très régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours. Tu vas garder tes élèves motivés. Bien évidemment, ça veut dire que tu as développé des stratégies de correction rapide pour pouvoir rendre les copies très vite, idéalement dans l'heure, qu'ils aient le feedback très rapidement, et surtout que tu ne croules pas sous les copies à la maison. Donc là, bien évidemment, les élèves sont en individuel. On va regarder ce que chacun est capable de faire en individuel. Donc c'est vraiment du temps limité, sans ressources, individuel, un contrôle assez classique. Ce qui n'est pas classique, c'est la façon dont il est évalué, le fait qu'il n'y ait pas de mauvaises notes. La dernière modalité, tu vas me dire, c'est évident, c'est des activités, puisque ici, on n'a pas d'activité. C'est ces activités, c'est ce que j'appelle, c'est les sortes, par exemple, de textes avec des questions où les élèves doivent répondre à ces questions. Ou, par exemple, en sciences, ça va être les démarches d'investigation, c'est TP où ils ont des questions, ils répondent aux questions. Et à la fin, à force de répondre à les questions, ils ont trouvé le contenu du cours, que ce soit démarche inductive, démarche d'investigation. C'est grâce à des questions, on va leur faire deviner le savoir qu'on cherche à leur faire passer. Quand on regarde les manuels, quand on regarde les cahiers d'élèves, c'est vraiment plus de 50% des choses, ce sont ces fameuses activités. Et bien, en fait, ce ne sont pas les activités. Ça, c'est vraiment le grand changement par rapport à l'enseignement simultané et les pédagogies qui nous viennent du XXe siècle. Ces activités qui sont souvent très longues à construire, difficiles à mettre en place en classe, en fait, elles sont peu efficaces, donc tu peux complètement les abandonner. Tu vas mettre à la place autre chose comme modalité d'enseignement, c'est les tâches complexes. Et en fait, ça, tu vas le mettre en place au moins 20 à 50% de ton temps de classe. Donc moi, en terminale, je suis à 33%, un tiers de mon temps, c'est les élèves sont en tâches complexes. Et en première, je suis à 50% du temps en classe, ce sont des tâches complexes. Là, en fait, les élèves vont mettre en action les savoirs et les savoir-faire que tu leur as fait passer en cours et en modelage. Pour résumer, en cours, tu vas donner les savoirs. En modelage, tu vas donner les savoir-faire. En mémorisation, automatisation et autonomie, les élèves vont mémoriser, faire passer ces savoirs et savoir-faire en mémoire à long terme. Et ils vont les mettre en action par rapport à un nouveau contexte dans les tâches complexes. Deux grosses différences avec les activités classiques. La première, c'est que le cours sert à résoudre, alors qu'une activité sert à deviner le cours. Une bonne façon de voir la différence, c'est de regarder où est la trace écrite. Si la trace écrite, c'est ce que tu vas trouver à la fin, que tu vas encadrer, c'est que c'est une activité. Tu peux abandonner. Si ta trace écrite, c'est ton cours que tu utilises pour faire la tâche complexe, alors là, c'est vraiment une tâche complexe et tu es dans ce qui est montré comme étant efficace par les sciences cognitives, donc c'est bon. L'autre chose, il faut regarder le nombre de questions. Ces tâches complexes sont des tâches ouvertes. Donc souvent, c'est une, voire deux questions, pas plus. Donc il n'y en a pas toutes ces dizaines de questions qu'on peut trouver dans des activités. Des questions très larges, très ouvertes, où il y a plusieurs façons d'y arriver, voire même plusieurs réponses. Et également des choses qui sont très proches de ce que les élèves doivent réellement faire dans ta discipline. Typiquement, une tâche complexe, évidente en lettres, c'est d'écrire un texte ou de monter une pièce de théâtre ou vraiment de faire des choses qui correspondent à la discipline. En philo, ça va être faire un débat philosophique. En mathématiques, ça va être résoudre un problème ouvert de mathématiques. En sciences physiques et en SVT, ça va être plutôt sur les TP, c'est-à-dire se poser une question scientifique et la résoudre en utilisant le cours et le savoir-faire qu'on a vu dans les modelages. Donc là, ce qui marche bien, puisqu'on est en train de travailler les compétences et la mise en adéquation des savoir-faire dans des contextes nouveaux, c'est de faire travailler les élèves en groupe. Par contre, là, c'est important que les groupes soient homogènes. Le but de ces tâches complexes, contrairement aux activités, c'est pas qu'elles soient résolues. C'est que l'élève en profite pour apprendre des choses. Donc c'est important que les élèves soient ce qu'on appelle dans la zone proximale de développement. Soit ni trop dur, ni trop facile. Donc si tu mets des élèves qui ont des niveaux trop différents, il y en a pour qui ça va être trop dur et l'autre pour trop facile. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui pourra travailler. Donc, des groupes homogènes pour que tout le monde puisse travailler à son niveau. Bien sûr, du coup, tous les groupes de ta classe ne vont pas aborder la tâche complexe de la même façon. Mais en même temps, on s'en moque. Ce qui compte, c'est pas qu'ils arrivent au bout, mais qu'ils utilisent les savoirs et les savoir-faire qu'on a vus en classe dans des nouveaux contextes. Les 6 modalités, pourquoi elles fonctionnent vraiment en classe? Je t'explique cela. En attendant, si tu veux récupérer ce joli support visuel que je viens de faire, n'hésite pas, il y a un lien en description. D'après mon expérience et celle des centaines de profs que j'ai formés à la classe adaptative, en fait, ces modalités fonctionnent en classe. Pourquoi? Simplement parce que pour décrire ces modalités et les mettre en place, ainsi que les pourcentages qui restent indicatifs, tu as vu, il y a des fourchettes à chaque fois.
Je me suis basée sur les résultats des neurosciences cognitives, c'est-à-dire comment les élèves apprennent, et aussi sur l'evidence-based teaching, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne réellement en classe. L'avantage de ce système, c'est qu'il est donc basé sur la façon dont les élèves apprennent. Donc tu alignes ta façon d'enseigner avec la façon dont les élèves apprennent. C'est plus simple. Donc, pour bien comprendre comment mettre en place ces 6 modalités, c'est important que tu comprennes comment le cerveau humain fonctionne. Pour savoir, pour chacune des modalités, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des élèves. À un moment, il va falloir que tu comprennes ce que c'est qu'une synapse, ce que c'est que l'ancrage mnésique, ce que c'est que la réduction cognitive, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une vidéo pour toi qui explique tout ça. Elle est là, donc n'hésite pas à aller la voir pour voir comment l'élève fait pour apprendre et du coup, comment appliquer vraiment efficacement ces 6 modalités en classe.